Bonjour à tous. Moi, je suis Anthony Dudilot et je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie dans l'équipe ESPER dont on va vous parler aujourd'hui. Et je vous présente Aurélia Hernandez-Comte, qui est aussi neuropsychologue dans l'équipe, et Catherine Chambre, qui est ergothérapeute et thérapeute familiale. Aujourd'hui, on va vous parler de notre nouvelle équipe qu'on a dans le centre hospitalier de Jonzac, l'équipe ESPER, ou comment accompagner les jeunes en souffrance psychique autrement. Alors pour commencer, juste un bref sommaire pour que vous ayez un petit peu en tête le fil conducteur de la présentation, avec tout d'abord la présentation de l'équipe, comment elle a été créée, ses missions, la population accompagnée, etc. Puis ensuite un petit peu les objectifs et les fondements théoriques qui ont permis de bâtir cette équipe-là. Comment entrer dans notre dispositif ESPER et ensuite comment on accompagne les personnes autour de leur projet. Et finalement quelques chiffres sur la première année complète de fonctionnement, donc en 2021. Et donc pour commencer, un bref historique de comment est arrivée cette équipe. Donc elle a été créée en 2018. Elle s'appelait à cette époque ESPER avec un seul P, ce qui voulait dire équipe mobile de soutien de proximité et d'accompagnement interprofessionnel vers le rétablissement. À ce stade-là, c'était plus une phase d'expérimentation où on accompagnait les personnes de 16 à 60 ans plutôt dans la coordination de parcours. Donc on vous en parlera tout à l'heure de ce qu'on entend par coordination de parcours. Et à cette époque, donc en 2018, ça a démarré avec un ergothérapeute qui avait été détaché d'un poste de CMP spécialement pour cette expérimentation-là. Puis en 2019, un neuropsychologue, donc moi-même et un médiateur santé-père, donc on a été tous les deux recrutés la même année en 2019 sur un poste spécifique pour être dans cette équipe-là. Et donc on a continué l'expérimentation. Et puis en 2019, du coup, au cours de cette année-là, le pôle a décidé de faire 2 demandes de financement au FIOP, donc le Fonds d'investissement organisationnel en psychiatrie, pour créer 2 équipes ESPER avec un P supplémentaire pour ajouter le mot prévention. Et l'idée, c'était que ces 2 équipes ESPER, l'équipe ESPER de base serait scindée en 2. La première qui accompagnerait les jeunes de 16 à 25 ans, parce qu'à cette époque-là, il y avait un trou entre la pédopsie et la psy adulte entre 16 et 18 ans. Donc on s'est dit si on commençait à 16 ans. Plus dans un objectif de dépistage de phase prodromique de troubles psychiatriques qui pourraient devenir chroniques. Et ensuite, l'équipe ESPER 25-60 ans, où là, l'objectif était plus d'accompagner les personnes souffrant de handicap psychique dans la coordination de parcours et la réalisation de leurs projets. En 2020, on a eu le retour du FIOP. Donc finalement, l'équipe ESPER 16-25, le financement a été accordé pour 4 ans à partir de 2020. Et l'équipe ESPER 25-60, le projet n'a pas été retenu. Donc à ce moment-là, une décision de Paul a été prise pour ajouter la mission de coordination de parcours à l'équipe ESPER 16-25 ans, parce que c'est une mission qui nous tenait à cœur, et la décision aussi que les ressources du pôle de psychiatrie adulte allaient être mobilisées pour quand même pouvoir mettre en œuvre cette mission de coordination de parcours pour les 25-60 ans. Et l'idée, c'était que aussi, pour les personnes 16-25 qui développeraient une pathologie psychiatrique, il puisse y avoir une continuité de soins en vieillissant. Et donc, l'équipe ESPER 16-25 a démarré donc, en septembre 2020, et donc c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Moi, je vais vous parler du territoire d'intervention de l'équipe. Comme vous pouvez le voir sur la carte, l'équipe intervient sur le secteur 7, donc en vert, avec le CMP pivot de Jonzac, et sur le secteur 6, en bleu, avec le CMP pivot de Royan. C'est 2 secteurs de psychiatrie adulte. Sur tout le territoire, il y a également des CMP antennes. La particularité de ce territoire, c'est qu'il s'étend sur plus de 120 km de distance d'un bout à l'autre, ce qui entraîne un certain nombre de disparités dans les problématiques, que ce soit d'accès aux soins ou aux différents services pour les personnes qui vont habiter en territoire urbain comparé aux personnes qui peuvent habiter en territoire rural isolé.
Et donc la problématique de la mobilité pour ces personnes résidant dans ces territoires, elle pose un problème à un grand nombre d'entre eux, du fait notamment du faible développement des transports en commun sur le territoire, d'où l'intérêt d'une équipe mobile pour pouvoir se rapprocher au plus près des personnes qui auraient besoin de notre aide. Concernant la composition de l'équipe, le choix a été fait de créer une équipe transdisciplinaire et de faire valoir des professions qui étaient peu représentées dans les CMP. L'idée étant de pouvoir s'appuyer sur les ressources du pôle pour les autres professions qui étaient déjà en plus grand nombre, notamment tout ce qui est infirmier, infirmière. Par contre, c'était important pour nous qu'un certain nombre de membres de l'équipe puissent bénéficier de formations en systémie, en TCC, en intervention précoce et également au handicap. Alors, le dispositif ESPER est donc un... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Voilà. ESPER, c'est donc un dispositif d'intervention précoce. On va être dans une démarche transdiagnostique, puisqu'on va intervenir auprès de jeunes qui n'auront peut-être pas encore de symptômes, ou alors s'ils ont des symptômes, ce seront des symptômes qui ne sont pas spécifiques, d'où la nécessité de pouvoir aborder toutes ces situations. Donc au sein de tous les demandeurs d'aide, on va essayer de rechercher et de diagnostiquer les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les sujets UHR dont on a entendu parler ce matin avec l'équipe Ellipse, ce qui nous permet, nous, de passer plus rapidement là-dessus. Mais donc, ce sont les personnes qui sont les plus susceptibles d'aller vers le développement de pathologies qui peuvent se révéler assez invalidantes. En parallèle, on a aussi une attention pour tous les premiers épisodes psychotiques, là aussi pour permettre d'intervenir le plus rapidement possible, afin de pouvoir transformer la trajectoire et que l'évolution soit d'un meilleur pronostic. L'autre enjeu, c'est de participer à la réduction de la durée de psychose non traitée. Donc, intervenir toujours plus précocement, bien avant l'entrée dans une maladie qui peut, aujourd'hui, on peut le dire, n'est pas toujours une évolution inéluctable. Voilà. Mais en tout cas, dans toutes les situations, une attention particulière dans notre équipe est que, suivant des évaluations et un mode d'intervention basé sur le modèle de la CIF, on va faire surtout apparaître la gêne ressentie par la personne, par le jeune. Comme on entendait ce matin, en effet, les jeunes, ils se plaignent surtout de, par exemple, ne pas pouvoir aller au lycée, surtout de ne pas pouvoir fonctionner, de ne pas se sentir bien avec les autres. Donc on va être vraiment plutôt à repérer cette gêne et on va essayer de faire apparaître alors des idées de projets qui vont être les leviers justement pour arriver à engager des choses avec eux, afin aussi de pouvoir éventuellement avoir des cibles d'intervention dont ils seront toujours les évaluateurs. Alors, on est aussi très vigilant à faire des accompagnements très soutenus avec, dans un contact très rapproché, afin de participer à la lutte contre le désengagement. On sait très bien qu'il peut y avoir de nombreuses ruptures de parcours. Et par ailleurs, quand des soins spécifiques sont recommandés et acceptés par la personne, là, on va s'appuyer, nous, sur les ressources de notre réseau. Et notre réseau, ça peut être le CMP, mais aussi au-delà, donc les partenaires du territoire. Donc, ESPER, pour mener ces missions, se veut avant tout être un acteur de territoire et surtout ne pas être hospitalo-centré. Pour autant, il hérite quand même, étant une émanation de l'hôpital de Jonzac, il hérite de certaines de ses valeurs qui étaient déjà très bien ancrées, comme par exemple la lutte contre le désengagement, les perdus de vue et la stigmatisation.
Depuis longtemps déjà, dans l'hôpital de Jonzac, il y a un souci constant de travailler avec l'environnement, avec les acteurs de réseau, et évidemment, avant toute chose, avec la personne, pour faciliter l'émergence de projets, la construction s'il n'y en a pas, ou la facilitation de la réalisation. Dans la même idée, il y a toujours, dans notre façon d'aborder les situations, une exploration des dimensions fonctionnelles, environnementales et évidemment médicales. Et donc, on est dans une approche que nous qualifions de neurosystémique. Vous avez vu à travers les formations des différents professionnels que c'est quelque chose qui nous est cher. Et à travers tout ça, on s'inscrit, donc on est très convaincus et on essaie de se rapprocher toujours au plus près de la philosophie du rétablissement, et bien entendu en ayant le souci perpétuel de rester dans le respect du droit des personnes. Voilà. Alors, on va, comme on est, vous l'avez bien compris, très attaché à cette philosophie du rétablissement, très brièvement, on va faire référence au modèle Scheim, juste non pas pour le présenter plus que ça, mais parce que à partir de maintenant, tout au long de la suite de la présentation, comme on a voulu qu'on crée une équipe et un fonctionnement d'équipe qui soit compatible avec cette philosophie, vous allez voir apparaître au fur et à mesure des petites vignettes qui rappellent les 5 piliers donc, de ce modèle, donc à savoir le lien, l'espoir et l'optimisme, l'identité, qui est quand même un sujet majeur et qui a grande importance quand même quand on est adolescent et qu'on est en pleine construction identitaire. Ça rejoint aussi l'idée de l'autostigmatisation. On voit malheureusement des jeunes qui déjà ont bien intégré qu'ils n'étaient pas comme il fallait et qui du coup se limitent énormément, notamment aussi dans leurs rêves, dans leurs projets. Comme on est une équipe mobile, on essaie au maximum que la personne ne se désengage pas de ses rôles sociaux. Et c'est vrai que les rôles sociaux, appartenir à des groupes, appartenir à une famille, appartenir à un groupe de copains, c'est aussi ce qui donne du sens à la vie. Et on s'efforce d'être à chaque fois plutôt facilitateur pour les personnes. Donc, et étant donné qu'on est le plus possible réactif et on essaie de passer le message qu'on est très disponible, on essaie à travers ça de pouvoir renforcer le sentiment du pouvoir d'agir. Donc en effet, vous allez voir après ces petites vignettes apparaître, mais juste avant, parce que quand même, le sujet, c'est quand même les pratiques innovantes. Il y a quand même eu des innovations. Donc, on s'est justement appuyé beaucoup sur ces valeurs qui tenaient à cœur au sein du pôle. Mais grâce au financement par le FIOP, on a voulu aller augmenter en mobilité. Donc, on a tous été équipés, tous les professionnels sont équipés d'une voiture de service. Ce qui nous permet d'être extrêmement réactifs. Dès qu'on est sollicité, a priori, on n'a pas à se demander si on va pouvoir aller jusqu'à la personne. On peut le faire. Nous avons tous des téléphones portables qui nous permettent aussi de pouvoir rapidement répondre aux sollicitations des jeunes, mais aussi des partenaires de réseau. Donc ça nous permet vraiment de se rapprocher de plus en plus de l'aller vers préconisé par le nouvel ambulatoire. Et donc, en effet, on est en plus en capacité d'intervenir le plus précocement possible. On n'a plus besoin d'attendre que la personne soit convaincue qu'il faut qu'elle vienne jusqu'à rencontrer quelqu'un. On peut aller au-devant quand quelque chose semble poser problème. Et tout cela donc participe à, encore une fois, le maintien de la personne dans son environnement social, affectif et d'apprentissage.
ce qui facilite le maintien justement du fonctionnement. Et c'est primordial étant donné qu'on sait que c'est aussi très vite altéré chez les sujets vulnérables. Donc le moins il y aura de rupture avec les lieux d'expérience, le mieux ce sera pour le pronostic. Nous avons fait le choix de ne pas avoir de bureau. On est des petits Bernard l'ermite, on s'installe là où on trouve de la place. Et puis surtout, on essaie plutôt de rencontrer les personnes. Alors, des fois chez elles, il peut arriver que de manière assez discrète, parce que ça peut choquer certains d'entre vous, qu'on aille aussi dans les lycées. Mais bien entendu, on se met d'accord d'abord. On peut ne pas rentrer par les mêmes portes. On peut décider de se saluer ou pas devant les autres. Enfin, voilà, on fait appel aux ressources du réseau, mais on peut aussi aller tout simplement prendre un café afin d'être au maximum, on va dire, dans la vraie vie. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et tout ce dispositif, il est créé aussi pour qu'on puisse encore plus être dans des actions de collaboration avec tous les partenaires. Étant donné que vous l'aurez compris, on est vraiment dans une démarche inclusive. On essaie au maximum que si par exemple il y a un soin nécessaire autour par exemple de la relaxation, de plutôt solliciter les partenaires de ville, les partenaires soins libérales, ou l'autre jour justement c'était une intervenante qui pour certains élèves des lycées, il suffisait de repasser par l'infirmière du lycée pour que la personne ait accès avec bénéfice à ces services. Donc pour entrer dans le dispositif de notre équipe, la personne peut nous contacter directement, que ce soit elle ou des acteurs de l'environnement ou du réseau. En revanche, c'est important pour nous qu'elle soit présente. Donc ça se passe par téléphone. Il suffit d'appeler la secrétaire au numéro de l'équipe. Et il est demandé que la personne soit présente lors de ce premier contact téléphonique. Elle peut bien sûr être accompagnée par une personne ressource si cela est compliqué pour elle. L'idée de cette demande, c'est que la personne puisse être actrice de son accompagnement et de toutes les prises de décision qui vont la concerner. Ce premier entretien téléphonique, il permet de faire avec la secrétaire une rapide description de la problématique, également prendre les renseignements administratifs qui sont nécessaires. Et c'est à ce moment-là qu'un premier rendez-vous avec notre médecin de l'équipe est posé, bien qu'il puisse être un certain temps après, compte tenu des délais. Suite à cela, elle va être recontactée par un membre de l'équipe dans un délai maximal de 5 jours pour effectuer ce qu'on appelle un premier contact. Donc ce premier contact, il nous sert de première évaluation qui permet de cibler d'abord les points de vigilance, d'analyser les problématiques de la personne, quelles sont ses demandes et quelle est la gêne fonctionnelle dont la personne se plaint, comme a pu le dire Catherine. En se basant sur le modèle de la CIF, on va explorer quelles sont les ressources et les freins de la personne, que ce soit au niveau personnel ou environnemental. Et l'idée est également d'aborder les questions des projets des personnes et des attentes et des besoins par rapport à ces derniers. En effet, l'équipe elle va être présentée comme un outil supplémentaire pour aider la personne dans la réalisation de ses projets. Toutes les propositions d'accompagnement qui seront faites par l'équipe sera centrée sur ces derniers et y compris tout ce qui va être orientation, même vers des soins plus spécifiques quand il y en a besoin. Le but étant qu'elle puisse continuer à réaliser ces derniers et également éviter les ruptures de parcours. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce premier contact, on ne va pas attendre forcément qu'il y ait le rendez-vous avec le médecin pour pouvoir commencer un accompagnement. On va commencer à accompagner les personnes dans leurs projets et faire ce qu'on appelle une évaluation neurosystémique qui va se faire en fait autour d'entretiens de projet. Et donc ces entretiens, ça peut être donc c'est avec la personne forcément, et elle peut être accompagnée de ses proches, des acteurs du réseau, des acteurs du soin, en fait toutes les personnes qui sont pertinentes pour l'avancement du projet de la personne accompagnée. Et donc dans ces entretiens-là,
Ce qu'on va nous regarder, c'est identifier quel va être le projet de la personne, quelles vont être ses ressources, quels vont être ses freins, quels sont les besoins qui sont en lien avec ce projet-là. Et finalement, ça va nous permettre, avec tous ces renseignements-là, de voir comment la personne évolue dans son contexte et aussi de faire finalement une évaluation du handicap psychique dans le contexte de vie de la personne. Parce qu'en fait, pendant ces entretiens, on a en tête le modèle du fonctionnement et du handicap de l'OMS et tout ce qu'on va avoir comme info dans ce genre d'entretien va nous permettre de remplir petit à petit ce modèle pour nous voir comment on peut accompagner la personne au mieux dans la réalisation de ses projets. Et donc finalement, ces entretiens-là vont permettre de valoriser et de formaliser l'engagement des professionnels, de la personne et de la famille autour du projet. Et c'est ce qui est finalement la base de la co-construction de projet. Et ce qui est important, c'est que c'est un phénomène, un processus qui va être dynamique, c'est-à-dire que une fois que peut-être la personne va essayer quelque chose, ça ne va pas forcément marcher. On peut tout à fait refaire des entretiens avec les partenaires pertinents et puis réorienter les choses, essayer d'autres choses, etc. Donc, une fois qu'on a ces premiers entretiens, qu'on voit un petit peu comment nous, on peut accompagner les personnes voient un peu comment nous, on fonctionne, il y a tout ce qui va être évaluation et soins spécifiques s'il y en a besoin, quand il y en a besoin, si la personne y trouve un sens et si ça a aussi un sens par rapport à son projet. Toujours ce levier de motivation intrinsèque qui va être important pour nous. Et donc là, il va y avoir les équipes, on va dire classiques, avec l'ergothérapeute qui va pouvoir agir à certains niveaux du modèle, le neuropsychologue, les MSP, le psychiatre, les infirmiers, l'assistante sociale, donc les personnes qu'on retrouve dans notre équipe, qu'on retrouve aussi dans le pôle où on travaille, qui vont pouvoir agir en termes de soins spécifiques, comme par exemple la TCC, ce genre de choses. Mais ce qui est finalement le plus important, c'est qu'en parallèle de ça, on va nous faire en sorte de créer du lien avec la cité, parce que finalement, et donc grâce aux partenaires extérieurs, les partenaires du réseau, les partenaires du territoire, parce qu'on est convaincu que promouvoir les rôles sociaux dans la cité, ça va aussi pouvoir agir en particulier sur les facteurs contextuels du modèle du handicap pour pouvoir réduire la restriction de la participation à terme. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va toujours travailler en collaboration avec les lycées, avec les auto-écoles, les missions locales, etc. Donc toujours pour mettre les rôles sociaux au centre de l'accompagnement. Donc finalement, ce qui est important aussi, c'est que c'est quelque chose qui toujours va être dynamique et c'est pas un protocole qu'on suit pour chaque patient, le même protocole, mais c'est plus une méthode qui va être du coup non systématique et adaptée à chaque profil qu'on va accompagner. Et donc finalement, je vous parlais un petit peu de la coordination de parcours et du case management d'équipe. C'est un petit peu comme ça qu'on essaye de fonctionner, en s'appuyant sur un modèle qui existe déjà, qui a été pensé par l'ANESM en 2018, où finalement l'équipe ESPER va être un petit peu le lien qui va permettre à la personne, sa famille, de travailler sur le projet, et ESPER va permettre de créer un petit peu, de favoriser finalement le lien entre la personne, son projet et tous les acteurs de l'environnement et du réseau qui vont pouvoir être pertinents pour ce projet-là, et finalement faire le lien entre toutes ces personnes-là dans l'objectif de pouvoir concrétiser les projets de la personne et qu'elle puisse avancer avec et malgré ses difficultés. Toujours pareil, c'est un processus dynamique qui peut être remodelé autant que nécessaire pour avancer vers le rétablissement. Et donc maintenant, juste quelques chiffres pour terminer sur l'année 2021. Alors, excusez-moi, assez rapidement. Bon, voilà, juste pour terminer, on a gardé quelques-uns des chiffres qui nous semblaient le mieux illustrer le propos d'aujourd'hui. Ces chiffres, ils sont tirés
du mémoire de master de notre coordinateur, qui est là dans la salle. Et donc on a vu sur l'année 404 personnes, dont 30% étaient des mineurs. On a un délai moyen de contact légèrement inférieur à 5 jours. Pour 65% des jeunes, il s'agissait donc plutôt encore une fois, des symptômes aspécifiques, dont certains, en effet, peuvent être annonciateurs de pathologies plus lourdes, mais sinon, c'était troubles anxieux, troubles de l'humeur, des problèmes avec des addictions, et aussi, on a eu beaucoup de problématiques liées à des expériences de maltraitance. Et sinon, nous avons eu 9% de la file active où un diagnostic entre F20 et F29 ont pu être posés. En tout cas, il y a eu finalement que 7% de la file active qui a dû être hospitalisée. Voilà. Après, je vous laisse lire et puis on peut en reparler. Voilà. Donc, merci.